David Cassani siger til os i aften, at han mødte dig på en træningstur i Italien den 14. juni. Kan du genkende det? Aïe. Le cycliste que tu viens de voir est probablement l'un des plus controversés de la planète. Aujourd'hui, laisse-moi te raconter l'affaire Rasmussen. Avant ça, n'oublie pas de me soutenir en lâchant le petit pouce bleu, de commenter et de partager. Sur ce, c'est parti. Le maillot jaune était décidément trop suspect. Michael Rasmussen se trouvait en Italie et non pas au Mexique comme il l'avait dit. C'est complètement idiot et que c'est un menteur. Voilà un garçon qui ne fait pas l'unanimité. Michael Rasmussen est né le 1er juin 1974 dans la région de Saarland à Toulouse. À vrai dire, on ne sait pas grand chose sur son enfance. Mais en 1993, à l'âge de 19 ans, il commence sérieusement la pratique du vélo sur un VTT, avant de passer professionnel en 1995 à 21 ans. Cependant, Michael a pour réputation d'être maniaque. Pour exemple, il mettait des chaussures trop petites pour économiser du poids. Mais tout bascule sur les championnats du monde de VTT 1999. Rasmussen, à force de travail, devient champion du monde devant le français Miguel Martinez. C'est alors en confiance qu'en 2000, Michael Rasmussen s'envole pour les Jeux Olympiques de Sydney avec la pancarte de favori. Mais cette fois-ci, Martinez prend sa revanche et devient champion olympique, tandis que Rasmussen termine à une 22e place à plus de 9 minutes. Un terrible échec, mais Rasmussen sera repéré par une équipe dans le peloton. Un appel du pays pour la CSC Tiscali d'un certain Laurent Jalabert pour la saison 2001 en tant que stagiaire. C'est alors que Rasmussen va beaucoup apprendre aux côtés de ses équipiers. Tandis que Rasmussen s'intègre au collectif, derrière, le Tour de France 2001 se prépare à voir Laurent Jalabert éclabousser de son talent les routes du mois de juillet, en remportant la 5e étape à Verdun en échappée devant Ludo Dirksens. Está muy lejos, está atrás ya. Jalabert es un hombre muy experto ahí, Dirksens que va controlando. La verdad es que en buena lógica la victoria debe ser para Laurent Jalabert. Y vaya alegría le va a dar a su equipo, el conjunto CSC. Ahí ha cogido la distancia Jalabert, sprinta con fuerza al corredor francés que supera de momento con comodidad la rueda de Ludo Dirksens. Ve que tiene margen ya Laurent Jalabert que lucha hasta el último momento por ganar de nuevo una etapa en el Tour de Francia. Cuidado ahí, que se le ha metido un momento en el último momento la rueda. Et aussi la 8e étape à Colmar en échappée solitaire le jour de la fête nationale, le 14 juillet. Laurent Jalabert, il se retourne encore, il n'est pas sûr de sa victoire, mais il va voir l'écart et il pourra être satisfait et rassuré. Laurent Jalabert va remporter son 2e succès d'étape dans ce Tour de France. Eric Zabel a déjà gagné 2 étapes. Il y en aura 2 pour Jalabert. Zabel, c'était à Boulogne-sur-Mer et à Serein. Laurent Jalabert, c'était à Verdun et ce sera dans quelques minutes à Colmar au terme de l'étape des Vosges. Il se retourne, il le sait maintenant, Laurent Jalabert. Il lève les bras à sa manière, à 100 mètres de la ligne. Laurent Jalabert, les 2 bras levés pour une 2e victoire d'étape dans le Tour de France. Nouvelle victoire d'étape de Laurent Jalabert qui s'impose sur la ligne et il sprint pour la 2e place, sprint d'importance. Par la suite, Laurent Jalabert fait preuve de régularité pour son objectif. À Paris, il ramène le maillot à poids de meilleur grimpeur avec un total de 258 points. Après une saison en tant que stagiaire, Rasmussen signe son premier contrat professionnel pour la saison 2002. Le début de saison est poussif, avec ceci dit, de bonnes performances, avec une 20e place au général de la Setmana Catalana à 3 minutes 06 de Juan Miguel Mercado, et une 7e place sur la Classica Primavera, remportée par Angel Vicioso. Cela suffit pour que Rasmussen soit convoqué pour participer à son premier grand tour, le Giro 2002, qu'il va terminer à une anonyme 45e place au général, à plus de 59 minutes et 23 secondes de Paolo Savoldelli. Mais suite à un contrôle sanguin très suspect, les dirigeants de la CSC décident de casser son contrat. C'est alors que Rasmussen trouve une porte de sortie pour signer à la Rabobank en 2003. Et il va prouver son talent au grand public en terminant 7ème du général au Pays Basque à 1 minute 39 de Iban Mayo avant de se révéler au grand public sur la Vuelta. Notamment sur la 7ème étape
arrivant à la station de Cotré-Cobasque en s'imposant en solitaire. Stop and Beltran crosses the line to see if he's got the next golden jersey of this race, and the first time it will have passed to a team other than Once. But this rider, Michael Rasmussen, must feel, he doesn't look it, but he must feel fantastic inside. This has been an outstanding, well-taken victory. What a strong display this has been, with the Spanish police operating on French soil here now. As he comes up towards the line, a good chance to look over his shoulders. It's a victory and a nice wave to the crowd. And this is a serious road race win now for Michael Rasmussen, 29 years of age. Remarkable to see these mountain bikers switching across to the road, and that was certainly a brave move by him. We would have expected Aitor Olsen to be the favourite in the two-man breakaway, but this man has showed us that mountain bikers bomb. Finalement, à l'arrivée à Madrid, il termine à une solide 7ème place au général à 5 minutes 56 de Roberto Heras. En 2004, la saison de Rasmussen est en demi-teinte, malgré un critérium du Dauphiné exceptionnel où il remporte la 6ème étape à Grenoble et termine 7ème du général à 2 minutes 39 de Iban Mayo. La suite de sa saison est décevante, notamment sur le Tour de France, où malgré plusieurs tentatives d'échapper, il n'a aucun impact sur la course et termine à une 14ème place au général à plus de 27 minutes 16 de Lance Armstrong. C'est alors que 2005 arrive. Il ne le sait pas encore, mais il va réellement exploser aux yeux du grand public. Malgré un Giro où il abandonne sur la 15ème étape, c'est alors qu'il est sélectionné pour le Tour de France 2005. Après quelques jours de course très discrets de sa part, arrive la 9ème étape entre Gérardmer et Mulhouse où il va prendre part à l'échappée pour aller remporter sa première victoire sur les routes du Tour de France après un long raid en solitaire. Tiene tiempo para celebrar, ha ganado ya en dos grandes, en Cotterets, en la Vuelta a España en 2003 y consigue el triunfo ahí como pueden ver en esta recta de meta aquí en Mulhouse. A llegar con más de 3 minutos de ventaja respecto a Boyd y a Christophe Monod. Gran día para él, gran día para su equipo, 2 triunfos de etapa ya para Rabobank. 41 de media, 41,3. Ha llegado con 10 minutos de adelanto respecto al horario previsto y ahí está Joseba, masajista habitual de Freire. Puis le lendemain, il arrive à accrocher Lance Armstrong pour finalement terminer 3ème de l'étape à Courchevel. Armstrong, jetzt greift an und wer kann folgen? Die Nummer 1 innerhalb der letzten Jahre hat angegriffen und die Nummer 1 wird es auch bleiben. Armstrong holt sich Geld möglicherweise zurück, weil Valverde an seinem Hinterrad, der kämpft, der fletscht die Zähne und will heute gewinnen. Jetzt ist er dran und er ist sehr explosiv. Der Spanier Valverde, 250 Meter. Die Frage ist nur, trotz dieser Explosivität kann er hier noch vorbeifahren. Armstrong, Valverde, hier geht es um den Etappenerfolg. Es geht natürlich auch um Geld und das holt sich Lance Armstrong. Er war sowieso voraus vor Michael Rasmussen. 25 Sekunden sein Vorsprung. Valverde kommt und zieht vorbei. Es ist der letzte kleine Hügel. Jetzt wird es flacher. Dort, wo einst Pantani und Richard Villaroc gewannen, gewinnt heute. Und ich möchte sagen, er bekommt den Sieg. Alejandro Valverde, der erste spanische Etappenerfolg. Hier kommt als dritter Rasmussen, als vierter Mancebo. Armstrong übernimmt. Plus les jours passent, et plus Rasmussen semble réellement faire partie des grands par sa régularité. 9ème à Briançon, 8ème à Axe-3-Domaines, ou encore 10ème au Plat d'Ali. C'est alors confiant que Chicken arrive sur la rampe de lancement du chrono de Saint-Etienne pour défendre sa place sur le podium. Net iets meer dan 2 minuten verliezen. Nou, de gespierde spijker, als we de vergelijking met Falco Zandstra mogen maken. Mais très vite, le chrono tourne à la catastrophe. En arrivant sur le premier rond-point, Oei, ja, gaat Rasmussen. Daar is hij. Ach. Dat wordt en meteen door. Wat een drama, jongens. chute de Rasmussen. Mais c'est pas terminé. Quelques kilomètres plus loin, un problème mécanique qui va lui coûter cher. Komt een ander wiel in. Dit haalt je volledig uit het ritme. Intussen is Basso dan gepasseerd. Hij krijgt een andere fiets. Ja, dat is... ja, hij blijft nu aan het harnassen. Et pour finir, le clou du spectacle, Rasmussen, pas du tout lucide,
chute lourdement sur une courbe à gauche. Kijk nou toch. Wat is dit? Rasmussen. Hoe kan dit nu? Ja, dit is... Overconcentratie? Of nee, wat het is nu, hij is nu wel gebroken. Hij doet nu niets meer goed. Hij zit niet meer op zijn fiets. En natuurlijk is het een technische afdaling, maar dit zijn juist de punten waar hij in uitblinkt. Malheureusement, rattrapé par Armstrong, il termine le chrono à une anonyme 77e place et perd sa place sur le podium du Tour la veille de l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Mais comme Jalabert 4 ans plus tôt, Rasmussen ramène le maillot à pois à Paris avec 185 points. La saison 2006 sera un copier-coller de la saison précédente, ou presque, où il prend part au Giro qu'il abandonne sur la 11e étape, et aussi un abandon sur le Tour de Suisse lors de la 7e étape. Pas de quoi rassurer pour le Tour 2006. Cela semble se confirmer avec des Pyrénées catastrophiques. C'est alors le couteau entre les dents qu'il aborde les Alpes en terminant 11e à l'Alpe d'Huez. Landis and the maillot jaune as they continue to finish. It looks as though it's going to be touch and go. 2:39, the clock will tick by at 2:18. Finishing Denny Menchov and Rasmussen. They've lost a bit of ground. Le lendemain, sur la 16e étape arrivant à La Tour-sur-les-Cibelles, c'est un Rasmussen retrouvé qui va alors chercher sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France au sommet de la station. Esta gran victoria, ganó el año pasado en Mulhouse, ganó hace 2 años en la Vuelta en Cotterets y va a ganar aquí en la Toussuire. Primer final del Tour de Francia en esta estación de esquí de la Saboya. Y este hombre que va a entrar en la historia pues también del Tour mantiene los 28 segundos Carlos Sastre. Mientras celebra ya la victoria Michael Rasmussen. Ahí lo tienen, abriendo los brazos y con gesto de alegría y sufrimiento, gran triunfo para él. Bendita línea de meta, ¿dónde estabas escondida, Dios mío? Après cette folle journée où il prend le maillot à pois, le lendemain, il termine 10e de l'étape à Morzine et ramène pour la deuxième fois le maillot à pois à Paris avec 166 points. Rasmussen and son, second King of the Mountains title for the father, a podium debut for the baby. He's the one with more body fat. Nous y voilà pour la saison 2007, avec pour seul objectif d'arriver frais sur le Tour 2007 pour Rasmussen. Pour cela, il passe par le Giro, qu'il termine à une anonyme 48e place, à plus de 1h31 minutes et 51 secondes de Danilo Di Luca. Italy, and he says his next big race will be the World Championships. He won't be in the Tour de France apparently, Paul. Mais avant le départ, de sérieux doutes tournent autour de Rasmussen en esquivant plusieurs contrôles inopinés. Au total, 4 contrôles seront rapportés aux dates du 24 mars 2006, du 6 avril 2007, du 21 juin 2007, venant de l'agence antidopage danoise, et le 29 juin 2007, venant directement de l'UCI. Mais alors, doit-il prendre le départ du Tour 2007 à Londres ? La réponse se trouve dans le règlement de l'UCI, selon l'article 220 du règlement antidopage de l'UCI, qui stipule que, dans le cas d'un avertissement consigné ou d'un contrôle manqué dans une période de 45 jours avant le départ d'un grand tour, le coureur ne peut pas participer à ce tour. Or, cela n'a pas été appliqué pour Rasmussen, qui aurait dû être sanctionné. C'est donc dans un contexte plus que tendu que Rasmussen a bien été sélectionné par la Rabobank pour le départ à Londres. Ceci dit, Rasmussen fait un début de tour des plus discrets, comme en atteste sa 166e place lors du prologue à Londres, ou encore sa 52e place à Autun. Mais arrivent les Alpes, et lors de la 7e étape, arrivant au Grand Bornand, il ne peut faire mieux qu'une 31e place à 3 minutes 38 de Linus Gardeban, qui fait coup double, victoire d'étape.
et maillot jaune. Had one man in the break of 15 and that man is coming home alone now to the cheers of the crowd. The adrenaline will pump as he races to the line at 24 3/4 years of age. He's started the day 58 seconds behind the yellow jersey. He gets a bonus of 20 and there's no one near him anyway. He moves clearly into yellow for tomorrow's next day in the Alps. This will go down as his greatest victory. He's only been a pro for 2 seasons. T-Mobile brought a young team to this race, didn't think they could win it. They better start thinking now because yellow awaits this rider. Mais l'étape du lendemain, entre Le Grand Bornand et Tignes, va être une boucherie, car dès le départ, Rasmussen décide de prendre l'échappée matinale. Et soudain, Chicken décide de s'envoler à plus de 18 km de l'arrivée, laissant Colomb sur place. Fourth, and he's still a long way to go. Well, as you said incessant then, I thought you were going to say this is insane, the amount of pain that this man Rasmussen is dishing out to everybody else. This is not good. Rasmussen, the king of the Alps, has ridden into the mountain leader's jersey today. He's going to climb into the yellow jersey, I think, and he's going to win the stage. This is a wonderful day of race. Frank Schleck as well. 2 kilometers to go now, a little bit further up the climb and still on his own. It's Michael Rasmussen, tête de la course. There is the summit of the climb, Phil. That's what he's been waiting for, and he will be greeted now with a flat. Et sous la flamme rouge, Chicken comprend qu'il va chercher une 3e victoire sur le Tour de France. Michael Rasmussen, then the clock will start. And I think he's going to have yellow as well. This has been like he did a year ago at La Toussuire. It's going to be even sweeter because a maillot jaune will await. It has been a ride and a half today, and Denmark have found once more a superstar of cycling. He's riding his 4th Tour de France. He's never worn a leader's jersey other than a King of the Mountains. Well, now he's going to lead in both competitions because I think the clock later on will confirm he's in yellow as well as the King. This has been a ride and he'll have scared the race out of their pants today. Tomorrow's a rest day and he deserves it more than anybody else. Et surtout, Rasmussen va porter pour la première fois le maillot jaune du Tour de France. Did you prove today that the Tour de France can be won just in the mountains? I hope so. We still haven't. Le lendemain, sur la route de Briançon, Rasmussen garde son maillot jaune, malgré l'attaque de Contador. Contador launched his attack on the group containing all his main rivals. C'est Juan Mauricio Soler qui remporte l'étape en solitaire. To the top of this little climb in Briançon. There's time soon to zip up the jersey and salute the crowd. They won't stop him now. He has got the win. Au soir de cette étape, la sortie des Alpes, Rasmussen compte une avance de 2,35 sur Valverde, 2,39 sur Maillot, 2,41 sur Evans et surtout plus de 3 minutes sur les autres favoris dont font partie Contador, Moreau, Sastré et les autres. Quelques jours plus tard, se déroule le contre-la-montre d'Albi, une discipline qui font revenir de mauvais souvenirs pour le Danois. Concentré, Rasmussen avec son caractère maniaque et revanchard fait un excellent chrono, en terminant 10e de l'étape à 2 minutes 55 de Vinokourov. He's in yellow. Michael Rasmussen licking his lips. His tongue comes out. He knows now he's done the ride of his time trial life as he comes up the home straight, and he's not even the last man to finish because he has passed the man who started in front of him. He won't be a high finish that you would expect from a maillot jaune like a Miguel Indurain or a Bernard Hinault, but he certainly has grown in everybody's stature today. Rasmussen comes home with a good minute in hand of what it would have cost him, I think, to lose the maillot jaune to Cadel Evans. Almost exactly a minute. Il sauve son maillot jaune pour 1 minute sur Evans et 2 minutes 31 sur Contador avant d'entamer les Pyrénées. C'est alors que les Pyrénées arrivent, avec cette 14e étape entre Mazamet et le plateau de Beille, là où on va assister à un duel de légende entre Contador et Rasmussen. Quant à 5 km de l'arrivée, après de multiples attaques d'un côté, a réussi à faire sauter normalement. Attention à la deuxième étage de la fusée. Contador
avec Sastre. Rasmussen est là, Cadel Evans arrive à suivre. Mais c'est pour Klöden et Kashechkin, c'est pas bon du tout parce que Klöden est en train de se faire lâcher, Kashechkin aussi. Contador avec Rasmussen, réaction, Evans, et cette fois les Palmer. Ça commence à faire beaucoup, c'est incroyable. On est au maximum de ses possibilités. 56 secondes d'avance pour Colombe là qui résiste à 5 km d'arrivée. C'est Contador qui prend l'initiative maintenant. Contador et Rasmussen qui s'écarte parce qu'il doit laisser le travail à Cadel Evans. Contador est troisième, il menace la position de Cadel Evans. Comme de l'autre. Sastre qui avait pas l'air au mieux mais qui est quand même là. Et Rasmussen. Voilà, il fallait bien que ça arrive aussi une fois. Sastre et Rasmussen et Contador qui lui saute dans la roue avec Cadel Evans qui a vu qu'il fallait y aller, mais attention à ne pas se mettre en sur-régime. Rasmussen attaque. Sastre n'arrive pas à suivre les Palmer non plus. Rasmussen qui a une attaque assez violente. C'est incroyable. Évidemment, à chaque fois, on se relève après un contre là de Rasmussen qui aimerait faire sauter Cadel Evans. Rasmussen, il sait que c'est l'homme à battre aujourd'hui. Il sait Cadel Evans avant tout, qui lui est supérieur au contre-la-montre. Mais on n'y arrive pas. Cadel Evans, alors là, c'est comme un bulldog, il tient son os. Contador, alors attention, parce que Contador, une fois qu'il est lancé, mais Rasmussen ne peut pas le laisser non plus aller trop longtemps. Cadel Evans, il est plié en deux sur le vélo. Les Palmer à la ramasse, il est un petit peu dans le dur. Enfin, la ramasse, c'est pas l'expression, pardonnez-moi, mais c'est vrai que... Incroyable débauche d'énergie. On se fait la guerre, on se dépouille, là, comme on dit. Ah ouais, on se dépouille. Et puis c'est vrai que Cadel Evans, il sait très bien qu'il n'a qu'une seule roue à tenir, c'est celle de Rasmussen. Ouais, mais là, il paye l'effort, Cadel, là, le tour. Attention, Rasmussen fait craquer Cadel Evans. Les deux, tour à tour, font craquer Cadel Evans et s'isolent seuls. Puis arrive le dernier kilomètre. C'est lui qui va être, même s'il perd l'étape, le grand bénéficiaire du jour. Mais bon, il n'a encore pas perdu l'étape, parce qu'on a vu qu'il avait quand même un petit démarrage, mais je crois que Contador, depuis quelques instants, ne passe plus. Il garde la dernière cartouche pour lui permettre d'aller éventuellement chercher sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Difficile à escalader et... Attention Richard, l'arrivée maintenant, on est à 500 mètres du sommet. Alors, la victoire pour Rasmussen ou pour Contador. Rasmussen va prendre les petits points au passage du Grand Prix de la Montagne. Sastre, les Palmer a lâché Sastre apparemment. Ouais, Sastre en les Palmer a lâché Sastre. Chacun lutte. Et Rasmussen tente d'anticiper le sprint. Mais finalement, Contador remporte l'étape. Le Danois Contador, est-ce qu'il est capable de sortir le coureur espagnol? Rasmussen, Contador. Alors, je crois que Contador va passer quand même. Oui, il va passer. Il va passer Alberto Contador, il va aller chercher la victoire d'étape de cette très belle étape du plateau de Beille. Voilà, c'est fait, victoire de Contador, deuxième Rasmussen. Au soir de l'étape, Rasmussen sécurise son maillot jaune avec une avance de 2 minutes 23 sur Contador et 3 minutes 04 sur Cadel Evans. Dès le lendemain, on assiste à la résurrection d'Alexandre Vinokourov, qui s'impose en solitaire à Loudanviel. Mais derrière, la bataille fait rage entre Rasmussen et Contador dans le col de Peiro-Sourde, puisqu'Alberto Contador attaque à 10 km de l'arrivée pour un duel incroyable. Time here, and that was a very slow reaction from Rasmussen. He wasn't expecting it. He thought it was all over for the day. Well, he thought that was it, and he's seen the move from Alberto Contador. You see every one of those riders, Phil. That's why nobody attacked today. They were all on the rivet. And look at Michael Rasmussen coming up to Alberto Contador. He's on his wheel. But look at the damage this move has done, and again it's Contador wants this. Oh, what a great plucky rider he is here. Contador testing him again, and he's again forcing Rasmussen, who seems to have the answer in those long, thin legs, as he tries to keep that white jersey in sight. This kid, 24 years of age, his first ever Tour de France. Johan Brunel has said it. He may not win the Tour this year. They've got time here on the field. They should keep on riding here.
And they can make it a two-horse battle as we go to the Obese the day after tomorrow. And it's the third time he's hit him. He's just such an aggressive rider. I tell you what, Michael Rasmussen is really struggling here. You see how his shoulders are starting to bow down, and I've got a funny feeling that Alberto Contador knows this. He's finally put a little bit of space between himself and the yellow jersey of Michael Rasmussen. This, Phil, is the pressure of wearing the yellow jersey. Contador has cracked him. Finalement, ils terminent ensemble à 5 minutes 31 de Vinokourov. La veille de la 16e étape, Rasmussen compte une avance de 2 minutes 23 sur Contador et 4 minutes sur Evans. Tout va se jouer le lendemain. Le lendemain, avant le départ, l'équipe Astana se fait exclure pour dopage. Alors une question se pose. Y a-t-il d'autres tricheurs encore présents? J'avais dit aux coureurs lors du briefing d'avant-tour à Londres que ce départ de Londres était une formidable occasion de reconquête. C'est raté. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils jouent à la roulette russe. Ils jouent à la roulette russe désormais. Il va falloir que ça leur rentre dans la tête. Ils jouent à la roulette russe et s'ils continuent, si certains d'entre eux continuent à tricher et à jeter l'opprobre sur tout un sport de manière absolument scandaleuse, il faut qu'ils comprennent que notre détermination est totale. C'est donc dans un climat plus que délétère que la 16e étape du Tour 2007 démarre entre Orthez et l'Aubisque, longue de 218 km,5. Mais au pied de l'Aubisque, ils ne sont plus que deux à l'avant. Carlos Sastre pour la CSC et Iban Mayo pour la Sony Duval. You've got to help somebody sometime to stay away, and the gap has increased just about a second or two. 45 seconds the gap. Mayo has managed to come back to Sastre. I'm a little bit surprised that they nailed Juan Soler there. Finalement, ils seront repris à 9,6 km du sommet sur une attaque de Leipheimer. Leipheimer will launch the first attack. Rasmussen is itching. He's got to make a decision now. Do I go after Levi? Do I gamble he won't get the time? Or do I look at Contador? And this is decision time for the yellow. He's coming back at Leipheimer. This is a very good move here. I wasn't surprised to see that move coming by Levi Leipheimer. Popovic has done his job. He's disappearing from the group. He must now just try and survive. But what they've done... Quelques kilomètres plus tard, après moult tentatives, Contador attaque. Seul Michael Rasmussen dans la roue. Quant à Evans, il lâche mètre après mètre pour définitivement perdre le Tour 2007. Arms until he gets to the summit of this climb here this afternoon. He's giving every acceleration he's got, but actually Michael Rasmussen's looking a little bit more comfortable now as once again Cadel Evans can't respond to these incredible accelerations. Cadel is right to stay at his own rhythm. He's mixing it with two of the greatest climbers in the world, and Leipheimer's back up to Cadel. Leipheimer has rejoined Cadel Evans on the climb, while the two men in the top two positions, they're now drawn swords and are fighting a personal duel. Devant, ils ne sont plus que trois dans le groupe de tête, avec Leipheimer, Contador et Rasmussen. Mais soudain, le Danois surgit et place un démarrage fatal sous la flamme rouge pour s'envoler vers la plus belle victoire de sa carrière en jaune au sommet de l'Aubisque. But this has been the day of yellow jersey today. He has handled himself so well, and is he distancing him? I think he's cracked Contador. Well, he's got the acceleration on the steeper part at the top end of this climb. The Discovery Channel riders have done everything, and now Rasmussen's gone. Well, that is the Tour de France winner as he heads up towards the line now. They threw every piece of ammunition on the ship at him, and it was not aligned. I think Leipheimer will try and get Contador over in second place because of the slightly bigger time bonus, which might yet decide this Tour de France. Well, I'm not sure whether he will, because in fact he may need the time bonus himself, because Cadel Evans is now at 54 seconds, and there it is. The victory by Michael Rasmussen, that is a real punch at the skies, and it might well turn out to be the stage that has won him the Tour de France. C'est alors à se demander s'il va remporter le Tour de France. Mais un événement va tout faire basculer pour Rasmussen.
Le maillot jaune était décidément trop suspect. À 4 jours seulement de l'arrivée à Paris, le Danois Rasmussen a été exclu hier soir du Tour de France par sa propre équipe. Elle lui reproche d'avoir menti sur son emploi du temps au mois de juin pour échapper à des contrôles antidopage. C'est à la fois un nouveau choc pour le Tour qui les accumule cette année et une forme de soulagement. Reportage de Philippe Castel et Gaëna Dolce. On est le 25 juillet au soir à l'hôtel des Rabobank à Pau. Il fait froid en cette soirée paisible en apparence. Mais une bombe surgit de la presse. Le directeur sportif, Theo de Rooij, décide purement et simplement d'exclure Michael Rasmussen. La cause principale serait que Rasmussen aurait menti à son équipe en disant qu'il est allé s'entraîner au Mexique du 4 au 26 juin, là où réside sa belle-mère. Or, la vérité, c'est que Davide Cassani l'a vu en Italie durant cette période. Et puis le mensonge devant des millions de personnes en direct à Castres en disant ceci au micro de Gérard Rolls. En fait, je les avais informés, mais tout simplement cette lettre d'information que j'avais envoyée s'est perdue dans le courrier. J'avais envoyé cette lettre, mais cette lettre, tout simplement, elle est parvenue plus tard. Elle a mis plus d'une semaine à parvenir à l'UCI, qui n'a pas été informée à temps. Vous n'avez pas utilisé un mail, par exemple, Internet ou une chose comme ça? En fait, j'ai même pas d'ordinateur. Sur le Tour, par exemple, j'en ai pas. La prochaine fois que j'utiliserai un ordinateur, ce sera le 6 août. Non, évidemment, il n'a pas d'ordinateur. Petit fun fact que je vous donne, Christian Morini a dû lui aussi quitter le Tour le 25 juillet au soir à cause d'un test positif à la testostérone lors de la 11e étape à Marseille. Et donc par solidarité, toute l'équipe Cofidis a décidé de quitter la course. La réaction ne se fait pas attendre sur le plateau de Gérard Rolls. Le lendemain, en ayant une invitée de la télévision danoise, une certaine Dorothée Lowendal Bowman, pour poser des questions sur ce que pensent les Danois de Rasmussen. Comment réagit le Danemark, à la fois l'opinion publique et la presse, Dorothée? En fait, il y a vraiment une opinion publique qui est divisée au Danemark. Certains disent que Rasmussen a fait quelque chose de sensationnel parce qu'il a quand même atteint le maillot jaune. Mais d'autres, en revanche, disent que c'est complètement idiot et que c'est un menteur. Il a menti sur le lieu où il était alors qu'il n'était pas au Mexique, il était en Italie. Donc, si vous voulez, on a même organisé un vote sur notre site internet au Danemark. Et quand j'ai vu le résultat du vote, j'ai vu qu'il y avait 51 000 personnes qui avaient voté. Et beaucoup pensaient qu'il était clean, qu'il était propre. On apprendra le 28 septembre 2007 que Rasmussen est positif à l'EPO biosimilaire dans les échantillons venant du labo de Châtenay-Malabry révélé par le journal L'Équipe. Mais c'est pas tout. Le 8 novembre 2007, Rasmussen avoue avoir menti à l'UCI, mais pas à son équipe en disant, je cite, « J'affirme m'être entraîné en Italie et en France pour des raisons maritales. » Encore un mensonge de sa part. Lui qui, en décembre 2007, annonce poursuivre la Rabobank pour licenciement abusif. La décision sur le sort de Rasmussen tombe le 1er juillet 2008. Monsieur Michael Rasmussen, né le 1er juin 1974, est suspendu 2 ans de toute compétition. La sanction s'applique depuis le 25 juillet 2007. Malgré cette suspension, Rasmussen décide de faire appel au TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Verdict, il remporte son procès et reçoit 665 000 € de la Rabobank pour licenciement abusif comme il l'avait déclaré. Le 23 janvier 2009, Rasmussen tente de revoir sa suspension avec le tribunal arbitral du sport, qui aussitôt la rejette. Malgré ça, il revient à la compète en août 2009, mais sans jamais redécoller. Il arrête sa carrière fin 2013 dans l'anonymat le plus total. Mais après tout ce qu'on vient de voir sur Rasmussen, légitimement, tout le monde a la même question en tête. Qu'est-il devenu après sa retraite sportive? En janvier 2013, quelques jours seulement après les aveux de Lance Armstrong, Michael Rasmussen met lui aussi fin à des années de silence. Lors d'une conférence de presse, le donneur reconnaît s'être dopé durant pratiquement toute sa carrière entre 1998
et 2010, il admet avoir utilisé de l'OPO, de l'hormone de croissance, de l'insuline, de la cortisone, ainsi que des transfusions sanguines. Ces aveux marquent également la fin de sa carrière professionnelle. Rasmussen explique vouloir tourner définitivement la page et affirme être soulagé de ne plus avoir à vivre avec ce poids. En revanche, il refuse de révéler le nom des personnes qui l'ont aidé ou accompagné dans son programme de dopage. Quelques mois plus tard, ceci dit, en novembre 2013, il publie son autobiographie Gueulfeber, la fièvre jaune en français. Il livre plusieurs révélations inédites, notamment avoir envisagé de recevoir une transfusion sanguine provenant de son propre père, afin d'améliorer ses performances. Le projet échoue finalement en raison d'une incompatibilité des groupes sanguins. Rasmussen raconte également avoir testé un produit de substitution destiné à la médecine vétérinaire, sans en retirer le moindre bénéfice sportif. Dans ce livre, il affirme aussi que l'ensemble de l'équipe Rabobank utilisait des produits dopants lors du Tour 2007, relançant une nouvelle fois le débat sur l'ampleur du dopage organisé dans le peloton des années 2000. En 2015, Rasmussen accorde plusieurs entretiens dans lesquels il revient sans détour sur son passé. Il affirme n'avoir jamais été testé positif malgré des années de dopage intensif, expliquant qu'il connaissait parfaitement les méthodes permettant d'échapper au contrôle antidopage. Selon lui, le système de l'époque présentait de nombreuses failles, qu'il exploitait sans difficulté. Aux dernières nouvelles, en 2022, Mikkel Rasmussen enseigne la pratique du VTT, lui l'ancien champion du monde, tout en travaillant comme chroniqueur depuis 2014 dans le journal danois Extra Bladet, pour suivre malgré lui le Tour de France. Merci en tout cas à tous celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça m'a fait énormément plaisir de parler de Rasmussen, de revivre l'histoire de sa carrière sur ses affaires de dopage et tout ça. Il y en a d'autres que j'aurais pu citer, 3 autres précisément, mais ça je vous mettrai son Wikipédia dans la description. Donc écoutez, c'était un plaisir, on se retrouve pour de prochaines histoires sur la chaîne. Ciao.